Yarana, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau week-end dans l'actualité de ce vendredi, animé par une certaine fierté. 900 enfants ont suivi la finale de The Voice Kids. Tous ont cru en Natty Hay. L'enfant du pays ne remporte pas le concours, mais il a fait rêver le temps de quelques heures et cela vaut bien plus qu'une victoire. Un an de travaux pour renouveler la poche d'imperméabilisation du barrage de Fatoutia de 650 000 m3. Preuve que ce procédé est complexe mais surtout nécessaire après 35 ans d'existence. Les spécialistes alertent sur un autre effet du réchauffement climatique, l'acidification des océans, devenue en quelques années l'un des problèmes majeurs auxquels la mer fait face et la Polynésie n'y échappe pas. Il sera question de Va'a aussi dans ce journal. Près d'une centaine de rameurs à mobilité réduite participent cette année à la plus grande course de l'année. Une reconnaissance pour ces sportifs, nous leur donnons la parole ce soir. Et enfin, quand le tatouage permet de voyager dans les îles du Pacifique, l'occasion est donnée par la galerie Meyer à Paris. Restez avec nous, on en parle à la fin de cette édition. Il était à deux doigts de décrocher le trophée. Natty Hay Lee Sing Sao, dont la renommée s'est faite grâce à Farema Ohi, termine la compétition dans le dernier carré de The Voice Kids, un parcours admirable. Ce matin, à la présidence, ses camarades d'école et ses fans l'ont suivi avec émerveillement et attention. S'il ne décroche pas le titre, il reste une fierté pour le pays. Stéphane Ratino et Patita Savia. Parce qu'ils sont tous là motivés et enthousiastes par rapport aux résultats aussi. Lorsque Natty Hay est apparu sur l'écran, une seule clameur, 900 vivas pour une voix. La voix de Polynésie sur les plateaux parisiens, une salle sous le charme, très naturellement. Avec sa petite taille, ce vocal, ce feeling. Dans les mots, dans la chanson. Natty Hay, c'est l'histoire d'un talent de 8 ans. Sa première TV, c'était ici sur la première. Une voix déjà assurée, aux nuances multiples, l'héritage d'une famille qui va chantant quotidiennement. Il a toujours chanté depuis qu'il était petit, quoi. Depuis qu'il est petit. Et puis, Qui lui a transmis le goût de la musique? C'est le papa, la maman, c'est les grands-parents? les parents, ses frères et sœurs, et puis moi aussi. Notre petit chanteur est originaire de Rapa. Aujourd'hui, il est à l'école à Tahiti. Les camarades de classe ont suivi toute son aventure, son assurance, ses chants, un copain modèle à l'âme mélodieuse. Ce matin, à la présidence, c'était un volcan en espérance. Merci pour l'aider à partir le voyage pour gagner la finale. Il est très beau et très bon pour chanter. Comment il est ce garçon? Gentil. Il parle beaucoup avec les autres élèves? Oui. Il chante aussi dans l'école? Il chante bien pour toi? On a éducation musicale dans les programmes, donc forcément avoir Natty Hay comme camarade et comme chanteur, ça motive les troupes. Quand Natty Hay a chanté, pas une fausse note, tout était juste, avec juste un charisme bluffant pour 8 ans et de l'émotion vraiment à l'état brut. Il nous aimait beaucoup et c'est vrai qu'il a l'air de faire ça comme de rien, donc on est tellement fiers de lui, tellement fiers. C'est sa simplicité et surtout, effectivement, cet amour qu'il veut bien partager avec nous au travers de la chanson et de l'interprétation. Notre petit chanteur a terminé dans le dernier carré de l'émission. Il n'est pas le vainqueur, mais il est bien plus que ça. Il nous a permis de rêver et ceci vaut tout l'or du monde. Elle entamera peut-être elle aussi une carrière de chanteuse. En tous les cas, elle y songe. Veimalama Chavez préparerait un album de chansons selon Télé Loisirs, un disque qui devrait être disponible dans les kiosques au début du mois de décembre.
Maramanui investit 4 milliards de francs pacifiques pour réhabiliter ses grands ouvrages dans 5 vallées de Tahiti. Parmi ces dernières, Fatautia à Hitia. La société a procédé à la sécurisation du barrage hydroélectrique, une phase terminale destinée à poser un liner pour assurer son étanchéité. Vous allez le voir dans ce reportage de Caroline Fari et Mirko Vonfo. Cela nécessite un énorme travail pour les équipes sur place. Regardez. Il y a 2 digues avec un piton rocheux au milieu qui a servi à caler les 2 digues. On verra mieux tout à l'heure. 525 mètres d'altitude à Hitia, le barrage hydroélectrique Fatautia fête ses 35 ans cette année. Une bonne raison pour le sécuriser. Le chantier débuté en 2012 arrive à sa phase finale avec la pose d'un liner pour assurer son étanchéité. C'est un énorme travail, autant en termes de matériel que de personnel à mettre en œuvre. On a à peu près 25 à 30 personnes sur le barrage en permanence. Nous avons eu l'occasion d'être formés pendant 3 semaines par une entreprise de France métropolitaine, ce qui nous a permis d'acquérir pas mal de techniques en termes de pose de liner. Coût de remplacement du liner, 100 millions de francs. Une opération techniquement complexe, mais indispensable pour éviter les fuites éventuelles. Un barrage, ça respire, c'est normal que ça fuit. Il y a toujours un peu d'eau qui passe par en dessous, il y a la nappe, il y a plein de raisons qui font qu'il y a toujours de l'eau qui passe et ce ne serait pas sain que ce ne soit pas le cas. C'est pour ça qu'il fait que du matériau drainant, pour que l'eau puisse traverser. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de renardage, c'est-à-dire qu'il y a un petit trou qui se fait à l'intérieur, une galerie qui se crée et qui emporte de plus en plus de matériaux. Donc là, il est en train de se préparer à faire la jonction de soudure des 2 lead liners. On a un robot qui est réglable, aussi bien au niveau de la température qui peut monter jusqu'à 550 degrés et il peut régler la vitesse jusqu'à 2,50 m par minute. Une sécurisation dépendante des conditions météo qui impose l'étalement des travaux sur plusieurs années et un vaste programme pour les équipes de Maramanui. On a sur Maramanui un grand programme de mise à niveau avec les normes modernes de nos ouvrages. 4 milliards sur une vingtaine d'années, on est à mi-chemin, on a fait 2 milliards. Et ici, on y est depuis 6 ans. On espère finir cette année, voire dans le pire des cas, en début d'année prochaine. Avec ses 650 000 mètres cubes d'eau, le barrage de Hitia garantit 7% de la production d'électricité de Tahiti. L'hydroélectricité représente environ 35% de la production de Tahiti. La lutte contre les stupéfiants continue. 468 plants de paca et 776 grammes d'herbes séchées ont été découverts et saisis à Papara au domicile de plusieurs individus. Ils comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel. Notre océan se dérègle et nous devons agir très vite pour le préserver. Ce n'est pas une nouveauté, me diriez-vous, mais en Polynésie et dans les mers du monde entier, le phénomène de l'acidification de l'eau est désormais prouvé par des études scientifiques. La mer absorbe trop de dioxyde de carbone, 24 millions de tonnes par jour au niveau mondial. Et cela n'est bon ni pour les poissons et surtout pour les coraux et les coquillages. Les explications de Thierry Stemfler et Patrick Tsing. En apparence, le Grand Bleu a un côté immuable et pourtant, les actions humaines sont en train de le dérégler en profondeur. Tout le monde a entendu parler du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Mais une autre menace, beaucoup moins connue, l'acidification, a commencé depuis 40 ans à changer la chimie de tous les océans. Comme on rejette de plus en plus de dioxyde de carbone, eh bien, il y a de plus en plus de dioxyde de carbone dans l'océan et en fait l'océan va s'acidifier, donc en fait le pH de l'océan va changer et ça c'est un problème pour tous les organismes calcifiants et notamment le corail, parce que comme il construit un squelette calcaire, eh bien, du coup il va avoir des problèmes à former ce squelette calcaire en raison de l'acidité des océans. L'océan absorbe le tiers du CO2 produit notamment par l'homme. Chaque jour, ce sont 24 millions de tonnes de CO2 qui sont absorbées par les mers du monde entier. Il faut insister sur ce chiffre ahurissant, 24 millions de tonnes. Du coup, le pH de l'eau s'est modifié et va se modifier de plus en plus. Il y a des organismes que cela ne dérange pas, les algues et les herbiers par exemple, et tous les autres pour lesquels c'est un vrai danger, corail, coquillages notamment. On va avoir un paysage dans l'océan qui sera complètement différent. Donc on va avoir des espèces qui vont résister, d'autres qui vont changer, et donc ça va changer.
Mais ce qu'on essaie aussi aujourd'hui, c'est pas uniquement de parler de l'acidification de l'océan, mais aussi de la protection de l'environnement de l'océan, parce qu'effectivement, il y a le réchauffement climatique, il y a l'acidification des océans, et puis il y a les problèmes locaux avec la pollution, avec le manque d'oxygène dans certaines zones. Les relevés scientifiques partout dans le monde sont concordants, avec des degrés légèrement différents selon les latitudes. Faute d'une réaction rapide, la disparition du corail, par exemple, va se poursuivre, pris en tenaille entre le réchauffement des eaux et leur acidité grandissante. Au chapitre social, la grève à la DSFE pourra peut-être être évitée. Les représentants syndicaux ont rencontré leur ministre de tutelle cet après-midi. Certaines de leurs demandes ont reçu un avis favorable, d'autres non. Un nouveau protocole d'accord sera rédigé cette nuit. Claudine Logrost, déléguée syndicale à Tiaïmoua, répond à Abinera Temata-Hutoa et Patita Savea. On est tous conviés à revenir ici à 8h et lire le protocole qu'ils vont nous passer. Et puis en fonction de ce qui sera rédigé, on verra si on accepte ou pas de signer. Les points qui sont de sa compétence, effectivement, tout ce qui est d'ordre matériel, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles à être réglées rapidement. Après, tout ce qui est création de postes, ce ne sera pas forcément de sa compétence. Donc on va voir un petit peu comment on peut avancer. Vous l'avez entendu, une nouvelle rencontre est prévue demain matin à 8h. Un an aujourd'hui que la Cour de révision et de réexamen a annulé les condamnations à l'encontre du Metua Povana O'Opa. Ce matin, les politiques ont célébré cette date devant la stèle commémorative qui lui a été dédiée, place Taraheuil. Le Metua avait été accusé à tort d'avoir projeté d'incendier la capitale. Il était également opposé à l'implantation du CEP en Polynésie. Et justement, saviez-vous que le cancer du sein fait partie des maladies radio-induites? À ce titre, donc, les malades sont éligibles au régime d'indemnisation du CIVEN. Il vous faut constituer une demande. Léna Normand, la présidente du comité des femmes et membre de l'association 193, le dit à Ibrahim Ahmed Azi. Le message qu'on souhaite faire passer, c'est que le cancer du sein est aussi une maladie radio-induite qui figure dans la loi Morin et donc qui donne droit à réparation et à indemnisation par l'État. Avec 135 nouveaux cas par an, mais lorsqu'on regarde les chiffres justement des dossiers qui sont constitués par la population polynésienne, donc les chiffres sont très faibles. Et donc là, on souhaite vraiment inviter toute la population à constituer un dossier, mais tout simplement parce que c'est un droit. Et nous poursuivons à présent avec notre page spéciale Hawaii Kinuiva. Les personnes à mobilité réduite sont une fois de plus mises en valeur dans la plus grande course de Va'a de l'année. Depuis 3 ans, le comité organisateur leur consacre une catégorie spéciale. Cette année, près d'une centaine de rameurs y participent. Mario Leroy et Hirotero Rutua les ont rencontrés à l'entraînement. Voilà 14 ans que Nefi s'occupe du Parava. Leur participation à Vaikinui est une reconnaissance pour les rameurs handicapés. Certains sont d'anciens licenciés. Ils avaient fait à Vaikinui avant leur handicap. Je me sens bien, mais ça me fait rappeler d'avant. Alors pourquoi pas nous encore, nous les handicapés, pourquoi pas? Moi, c'est la première fois. Alors je ne connais pas bien, mais apparemment j'ai bien appris. Qu'est-ce que vous avez appris? À ramer, à écouter les conseils du coach. Voilà, et c'est rentré dans la tête. 11 équipes au total seront au départ. 3 d'entre elles, classées élite, feront le parcours Va'ahine et Taurea de 26 km. Les 8 autres équipages novices s'affronteront sur 9 km. Je pense qu'il faut se mettre dans la peau des handicaps, parce qu'ils ont plusieurs comme ça s'appelle, handicaps. Et puis c'est dur, et puis voilà, il suffit de se mettre dans leur peau et puis de les prendre comme ils sont et de faire avec. 3 fois par semaine, les rameurs des associations s'entraînent en vue de la course jusqu'à 11 km. Chaque association présentera 8 personnes par équipage. Alors la composition d'une équipe dans l'équipage novice, on a essayé de maintenir ce qu'on avait vécu au championnat du monde de 2018, c'est-à-dire à savoir 2 personnes féminines minimum à l'intérieur de la pirogue et le reste de garçons. Les équipages sont mixtes, mais aussi mixtes dans la mixité de personnes ordinaires et personnes en situation de handicap. Alors on va retrouver des handicaps bien sûr physiques, mais aussi mentaux.
Par mesure de sécurité, les gilets de sauvetage sont obligatoires et les équipes accueilleront 2 personnes valides dans leur équipage. Le parcours de 9 km se fera dans le lagon. Le départ est prévu le jeudi 31 octobre à 6h40. Après le rôle du Pépérou hier soir, nous vous expliquons celui du Attira, le capitaine. Sur l'embarcation comme dans les entraînements, il doit posséder une solide expérience et avoir une forte ascendance sur tous les autres rameurs, Tawarili et Tim Pruvot. Leur Attira est le chef, le capitaine sur le VA. Il est généralement positionné à la 3e place sur le V6. C'est le stratège, le métronome, la tête pensante de l'équipe. Il est aussi maître du tari. Il doit stimuler, animer son équipe par l'intonation de sa voix. Il doit posséder une solide expérience et avoir une forte ascendance sur ses coéquipiers. Sur un V6, leur Attira représente l'autorité. Il porte son équipe à bout de bras. Et demain, nous vous parlerons d'une technique de rame, le piné. Pour clore ce chapitre sportif, le premier match de demi-finale qui opposera les 2 meilleures équipes du monde, que sont la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, sera à suivre sur Polynésie la première à 21h45. Pour terminer, nous allons voyager. La galerie Meyer à Paris est spécialisée dans les arts d'Océanie et propose de nombreuses expositions. Cette fois, elle présente une découverte et un voyage autour du tatouage des îles du Pacifique et des cultures esquimaux. Denis Rousseau-Caplan et François Brouge. Le tatouage est à l'honneur à la galerie Meyer, avec cette exposition sur l'art du tatouage dans le Pacifique et dans les cultures esquimaux. Des tables rondes, des objets, mais aussi des ateliers de tatouage, comme celui de Dimitri Babarine, artiste russe considéré depuis plusieurs années comme le meilleur tatoueur des motifs polynésiens au monde. Les tatouages polynésiens ne sont pas juste des tatouages. C'est une part importante de la culture. Cela va de pair avec la sculpture, la vie de tous les jours, les légendes. C'est tout ça qui m'intéresse. Le style polynésien tient une place particulière dans mon cœur, car j'ai beaucoup voyagé dans le Pacifique. Ça me touche vraiment. C'est pour ça que je veux quelque chose qui me le rappelle. Les plus anciennes traces connues d'hommes tatoués remontent à plus de 5000 ans en Europe. Mais les tatouages auraient plusieurs dizaines de millénaires. En Océanie, la pratique du tatouage a atteint son apogée au XVIIe et XVIIIe siècle, avec une dimension ethnique, sociale, rituelle et religieuse. Tous les aspects de la vie, et non seulement de la vie physique, mais aussi de la vie métaphysique et spirituelle, est incorporé dans le tatouage. On y incorpore des motifs géométriques, florales, anthropomorphes. Il y a du géométrique rectiligne, il y a du géométrique circulaire, il y a des méandres. Le tatouage en Océanie est quelque part l'ultime stade du tatouage. Aujourd'hui, le tatouage a atteint un nouveau palier et est devenu une mode. Dans le monde, près de 40% de la population serait tatouée. En France, 7 millions de personnes auraient au moins un tatouage. Avant de refermer ce journal, un rappel de l'information principale de cette édition. Natihei Lissingsao devient le premier Polynésien à franchir les épreuves finales de The Voice Kids. À la présidence ce matin, plus de 900 enfants l'ont suivi avec émerveillement et attention. Natihei, 8 ans seulement dans la renommée, s'est faite grâce à Farima Ohi, termine la compétition dans le dernier carré de l'émission. Un parcours plus qu'admirable.
Merci pour votre fidélité. L'information revient demain matin en radio dès 6h30 avec Abinirate Matahutwa et Belinda Tumatariri. Portez-vous bien, très bon week-end et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.